des pouvoirs et le fait d'avoir beaucoup de contre-pouvoirs qui vont essayer d'altérer le pouvoir. Donc aujourd'hui, travaillons sur cette logique de principe de balance, travaillons sur l'état d'esprit, travaillons sur l'application et sur la concrétisation, croyons à notre pays, croyons à notre jeunesse. Merci. Merci. L'État ne gère que des flux d'argent et fournit un cadre institutionnel aux gens pour faire le business. L'État ne gère plus. L'État fait en sorte que les flux soient bien gérés, bien répartis, équitablement, que cette richesse soit équitablement répartie et s'assure que vous avez les meilleures conditions pour que vous puissiez continuer à en créer de la richesse, pour que lui il ait plus d'argent géré. C'est tout. Ça, c'est ce que fait un État. Pour moi. Maintenant, c'est la régulation. C'est un total. La régulation est un problème en Tunisie. Un secteur bien régulé. Le boulot, le télécom, les répétitions. Donc, c'est un problème de gouvernance au niveau des institutions de régulation. Et vous savez qu'une économie sans régulateur, bah, ça part dans tous les sens. Est-ce qu'on a juste un régulateur? Il doit réguler. S'il ne fait pas son travail, c'est ce qu'on fasse. Nous, on est au père économique, on a besoin d'être régulé. Si personne ne nous régule et que nous sommes rationnels, on est rationnel d'une certaine manière, on va utiliser ce qui est à notre disposition, y compris quand on n'a pas les notions de tête bien faite, on va profiter de ce qui est illégal, l'évasion fiscale, la contrebande, le marché parallèle, la colère. Voilà ce qui se passe. Et la situation qu'on vit aujourd'hui. Bien sûr, je ne veux pas, je vous rassure, on ne se bat contre ça au contraire, au quotidien. Maintenant, ça passe, gouvernance. Et là, je rappelle un petit rappel de pourquoi cette situation, parce qu'on est tous responsables. Alors, mettez-vous dans la tête que vous êtes tous responsables, tous, sans exception, on est tous responsables, en partie de ce qui se passe aujourd'hui. Et puis on est responsable parce que du fait de notre naïveté, du fait qu'on ne s'est pas assez informé, qu'on n'a pas nous-mêmes, on ne s'est pas senti concerné, peut-être là, et qu'à ce moment, aujourd'hui, on doit tous faire des efforts. On nous a fait croire, d'une certaine manière, que la gouvernance est un concept de riche. Ce n'est pas pour nous. Alors on n'a pas besoin de gouvernance. Pourquoi faire? Et puis on nous a fait croire aussi, je vais une anecdote que j'ai vécue, et c'est toujours bien de. Quand on a un la presse sur les 30 dernières années, on ne peut pas jouer là. On va t'assurer là, on va t'assurer, on va t'assurer. Que c'était de mon rôle, que c'était ma responsabilité sociétale de mettre à disposition le peu de choses que je connais au service de l'université tunisienne, parce que je crois dans la jeunesse qui est en face de moi en tout cas. Ceux qui sont même un peu moins jeunes, c'est pas grave du tout, parce que c'est vous qui allez construire, parce que nous, moi en tout cas, moi aujourd'hui, je pense qu'il me reste encore 3 ou 4 années à essayer de donner tout ce que je sais, et je vais continuer à le faire jusqu'au dernier moment. Ce que je voudrais juste clôturer un truc, vous expliquer l'expérience que j'ai eue avec mes étudiants depuis 2007. J'ai monté un master de management du risque. Et c'était pour moi un véritable changement. Pourquoi? Parce que j'étais dans une université publique et il a fallu que j'essaie de convaincre mes vis-à-vis du public que moi, venant du privé, j'étais capable peut-être de donner le peu de choses que je connais pour construire le public. Et j'ai eu la chance, parce que c'est une question de chance, d'avoir en face de moi des gens qui ont accepté. Ils ont accepté, mais c'est des gens qui ont accepté. Mais par contre, l'écosystème qui était autour de moi, et certaines personnes ici sont présentes de ça, a fait que tous les jours que fait le bon Dieu, je suis face à ce genre de problématique. Donc je construis, et le lendemain, je reviens chez des personnes qui ont redévolé à peu près les 3 quarts de ce que j'ai construit, mais malgré tout, je continuerai à construire jusqu'au bout du bout. Et petit à petit, on y arrivera tous ensemble. Pour clôturer simplement, monsieur, et je réponds à votre question, pour clôturer. Et notre outil technologique. Cette application permet de jauger l'opinion publique, c'est-à-dire on lance des questions de débat, ou bien les utilisateurs de l'application, ils appellent les covers, d'accord? Les covers, à travers cette application-là, peuvent lancer des questions de débat au niveau national, politique, économique, social, chômage, ainsi de suite, d'accord? Et vous avez des opinions qui se dégagent, et derrière, les décideurs vont prendre ces tendances-là et vont répondre à ces tendances, ou bien par des propositions concrètes et décisions, ou bien par des projets de loi. Et cette application fonctionne à merveille en France. Je vous la conseille, l'application Gov, que j'ai essayé de ramener l'année dernière pour les élections en Tunisie.
Deuxième principe de base, donc la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, il y a des solutions informatiques et nous avons besoin de développer encore des solutions qui permettent dans des structures, dans des organisations ou dans des ministères ou dans des entreprises de cartographier les fonctions, c'est-à-dire d'identifier les fonctions de contrôle et d'identifier les fonctions de gestion et d'exécutif. Et à travers cet outil-là, je vais séparer ces fonctions-là au sens où le contrôle sera indépendant de l'exécution et de la gestion. Troisième principe de base, la transparence. Les outils sont là. Aujourd'hui, quand vous avez des sites internet, quand vous avez donc l'OpenGov, quand on parle du portail du ministère des Finances, vous avez l'exécution. Quand il y a des choses qui sont positives, on le dit aussi, hein, le ministère des Finances. Cybersecurity, donc l'information sécurité, la notion de risque. Et là, le risque, c'est par rapport à l'individu, le risque par rapport au business, le risque par rapport au gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un mindset, une mentalité qui est consciente de cette dimension risque par rapport au volet IT?
fait de menaces, de l'enjeu de la sécurité de l'information. De l'utilisateur sur la gestion électronique de documents. Donc aujourd'hui, en fait, il faut sensibiliser, il faut que les décideurs prennent conscience du fait qu'en digitalisant, vous minimisez vos risques. C'est-à-dire que vous pouvez maîtriser vos risques beaucoup plus facilement lorsque vous manipulez en fait des informations digitalisées que lorsque vous manipulez des informations ordinaires sur papier. Prenez les exemples les plus flagrants. Aujourd'hui, il y a pas mal de fuites au niveau de l'État, de circulaires. Vous voyez dans la presse, parfois, il y a des photocopies de documents internes qui sortent, qui sont divulgués à la presse. Imaginez que la même administration, au lieu de manipuler du document, c'est-à-dire ce document-là, il restera produit, il est numérisé, et il est vraiment dans un coffre-fort, il ne va pas circuler sous forme de photocopie à travers 5 ou 6 directeurs avec leur assistant, etc., avec le hajj ou chirurge qui transporte ce papier-là, qui peut le photographier, etc. Imaginez que c'est format numérique, donc il va circuler sous forme numérique, et personne ne pourra y accéder, et même si quelqu'un y accède en ayant le droit et on fait une copie au l'abri, on va le tracer. Donc demain, si le document il est divulgué à la presse, on va savoir à quelle heure et à quelle seconde qui a accédé à l'information, qui a imprimé le document, qui a partagé, qui l'a envoyé par mail, etc., etc. Donc là, en fait, c'est pour dire que l'idée reçue aujourd'hui, vu le monde dans lequel nous vivons, tout est partagé sur les réseaux sociaux, etc., on a l'impression qu'en digitalisant les choses, on va vers une sécurité moindre. Alors que ce n'est pas forcément vrai, dans tous les cas. Je parlerai aussi au niveau de la sécurité, c'est du domaine plutôt en fait, de Simon. Les technologies ont avancé aujourd'hui, les gens croient qu'en mettant les technologies de sécurité en fait ont beaucoup avancé. Nous avons dans notre activité, donc à Chicagodox, à l'effiliate du groupe PPT, nous avons une autre société qui s'appelle Veloron, qui travaille sur l'analyse comportementale, qui travaille sur tout ce qui est big data, etc. Aujourd'hui, je ne sais pas si je suis toujours dans le vif du sujet, je continue. Donc en fait, donc je reste sur la sécurité de documents aujourd'hui. Les gens commencent à en avoir conscience. Et lorsqu'on présente un produit, la première chose qu'on nous pose, presque la première question que nous pose la direction générale, maintenant je transforme mon papier en PDF, je vais le mettre sur le serveur, comment je vais contrôler qui accède à quoi? Et le challenge. Et dès qu'on lui démontre, on parle de solutions techniques, donc la confiance s'établit. Et là, il comprendra, comme je viens de vous expliquer, c'était quel exemple, que passer au numérique, en fait, c'est plus sécurisé que rester sur des méthodes traditionnelles. Ensuite, en fait, il a à peu près une dizaine d'années, donc l'informatique, c'est pour avoir du temps réel. On a besoin de l'informatique en temps réel. On a besoin d'avoir tout en temps réel. Aujourd'hui, dans les pays développés, l'informatique, en fait, c'est l'informatique pour anticiper le futur. On utilise l'informatique, c'est pas pour avoir une idée sur le passé ou sur l'instant. Ça, c'est évident. C'est un besoin très évident et on devrait pouvoir y répondre. Surtout, comment prédire l'avenir. Prédire l'avenir, Magic m'a un exemple très simple pour vous suivre encore une fois tous les jours de Facebook. Vous savez très bien, lorsque vous commencez à rechercher, écrire le nom d'un ami, il commence à chercher avant de vous initier la cité de son nom. C'est un petit peu ça, c'est un exemple très simple. Mais prédire l'avenir, ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, les laboratoires pharmaceutiques sont en train, par exemple, d'acheter de chez Visa et Mastercard le contenu des tickets de caisse, de paiement. C'est-à-dire pour voir les gens, qu'est-ce qu'ils sont en train de payer, le comportement des gens. Pourquoi? Pour savoir, anticiper quelles sont les maladies et les médicaments qu'ils doivent produire dans le futur. Un autre exemple en relation avec la sécurité. Aujourd'hui, en fait, les nouvelles méthodes en fait, pour sécuriser les entreprises, c'est pas uniquement pour détecter un comportement frauduleux, non, c'est d'analyser les comportements du réseau, de voir tout ce qui se passe sur le réseau, que ce soit en tant qu'humain ou des devices, c'est-à-dire des ordinateurs, des téléphones, etc., pour anticiper un risque qui arriverait dans le futur, pour voir le comportement de cette personne, il est frauduleux. Comment on va faire ça? Donc dans le big data, c'est quoi la relation? C'est ce qu'on appelle une des branches du big data, c'est l'analyse comportementale. Et la segmentation, c'est comment analyser le comportement d'une entité ou d'un individu ou
pour prédire un petit peu l'avenir. Pareil, en fait, au niveau de la cybercriminalité et de la cybersécurité, aujourd'hui, les plus grands pays, en fait, leur puissance, c'est quoi? C'est comment détenir l'information, avoir l'information et surtout prédire l'avenir. C'est-à-dire, lorsque vous voyez, par exemple, les ambassades ou même les autorités locales, lorsqu'ils commencent à dire qu'on élève le niveau de sécurité, etc., c'est pas uniquement par des informations qu'ils ont par le biais d'informateurs ou d'indicateurs en fait humains. C'est des analyses aussi comportementales. Ils sont en train d'analyser pas mal de choses. Et c'est comme ça qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Mais par analogie avec ce qui s'est passé dans le futur, il y a un comportement sur réseau, sur Internet, dans les conversations téléphoniques, qui ont déjà anticipé des incidents ou des attentats dans le passé. Et donc ils disent c'est le même comportement qui se répète, c'est comme ça qu'on anticipe un événement. La même technologie, elle est utilisée aujourd'hui par les banques, les plus grands sports qu'on fait dans le monde, pour dire, aujourd'hui ce qui se passe en Tunisie dans les banques, lorsque vous envoyez une lettre pour fermer votre compte, si vous avez de la chance, le chef d'agence va vous appeler pour vous dire pourquoi vous nous quittez, etc. Donc c'est trop tard parce que votre décision elle est déjà prise. Donc ce qui se passe dans les banques modernes, donc ils sont en train d'analyser le comportement de tous les clients qui ont déjà quitté la banque et voir qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qui s'est passé sur leur compte pendant les 6 derniers mois. Et il essaie de détecter des comportements similaires pour dire il y a tel, si il va quitter la banque, peut-être il y a une probabilité qu'il va quitter la banque dans un mois ou deux. Et ce genre de choses n'est possible que lorsqu'on analyse un très grand volume de données. Aujourd'hui, tout ce que je suis en train de raconter, ce n'est pas de la science-fiction, c'est des choses qui existent, qui sont faites et qui sont possibles avec des compétences tunisiennes. D'accord? J'ai parlé tout à l'heure, en fait, ça me fait dernier exemple, j'ai parlé tout à l'heure de la sécurité des documents sur une gêne. Lorsque j'ai dit on peut tracer l'accès des gens aux documents, etc. Gestion électronique de documents, pardon. Voilà, sur une gestion voilà, pour le tracking, la traçabilité des accès. C'est très bien, une fois que vous avez une fuite, vous allez pouvoir savoir qui l'a fait. Mais c'est encore mieux d'anticiper un comportement anormal. C'est de dire, voilà, j'ai une fuite par exemple en 2014, et voilà le comportement de la personne sur cette base-là pendant les 3 derniers mois avant de faire son acte. Maintenant, on va analyser les comportements de tous les gens et voir les similitudes avec ce comportement-là pour dire telle ou telle personne, peut-être elle a l'intention, voilà un comportement anormal, d'intention de faire une infraction par rapport au règlement intérieur de l'entreprise. Et là, vous allez prendre les dispositions. Donc en fait, aujourd'hui, le big data et toutes ces choses-là permettent de vous donner des indicateurs pour anticiper le futur. Donc voilà, c'est à peu près ça en fait. La sécurité, elle est très liée aujourd'hui à l'analyse comportementale de l'individu. Il y a des techniques qui sont prouvées et qui sont testées, qui existent, qui peuvent être réalisées encore une fois avec des compétences tunisiennes pour pouvoir faire ce genre de choses. Faut-il juste que le marché soit sensibilisé à ce genre de problèmes pour pouvoir les anticiper et adhérer à ces nouvelles technologies qui sont aujourd'hui accessibles. Dans ce cas-là, ça veut dire que je suis analysé peut-être pas un cadre qui me protège au nom de l'individu. Je peut-être sur des informations personnelles. Vous êtes protégé, je pense que tout individu il est protégé par la loi, mais il ne se protège pas par son propre comportement. Personne ne vous a tapé sur les mains pour aller sur Facebook et mettre vos photos de famille, les photos de vos enfants et de faire des check-in, etc., etc. Et le jour où vous avez accepté d'aller sur Facebook, vous avez coché une case, vous avez cliqué sur accept sans lire le 10 milliers de lignes, et là, c'est fait exprès, et donc vous avez accepté. Donc aujourd'hui, soit lorsque vous achetez un téléphone, un Android aujourd'hui, certainement vous avez cliqué sur accepter 3 ou 5 fois, et vous n'avez pas lu ce qu'il y a dedans. Mais Android, il prend toutes les informations sur vous. Vous l'avez accepté. Donc c'est à vous de choisir. Soit vous restez aujourd'hui, soit vous utilisez la technologie pour qu'on ne vous analyse pas, soit en fait vous commencez à lire tout ce qu'il faut et vous allez vous prouver de toutes ces technologies-là. Mais je pense en fait pour se protéger. Je pense aujourd'hui ça ne sert à rien de se cacher. Toutes vos informations sont divulguées et tous vos comportements sont analysés. D'accord? Vos appels téléphoniques, etc. Si vous n'avez rien à craindre, vous allez vivre normalement. Si vous n'avez rien à cacher, vous allez vivre normalement.